Bonjour, professeur Alfred Desailles, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, professeur. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. J'aimerais bien rappeler que professeur Alfred Desailles, l'ancien rapporteur de la Commission internationale des droits de l'homme, professeur bien connu, figure académique, spécialiste en droit public et institutions internationales, essayiste, il a publié beaucoup de livres. Professeur Alfred Desailles, Trump vient de déclarer son intention de prendre possession de Gaza à long terme et en éjecter les Palestiniens. Mais avant ça, j'aimerais bien commencer avec vous. Malgré un mandat d'arrêt international, Netanyahou est l'invité d'honneur de Trump aux États-Unis. Est-ce que ça reflète le mépris du droit pénal international aux États-Unis, mépris qui règne actuellement, le mépris ou Trump qui méprise le droit pénal et les institutions de la Cour pénale internationale? Hélas, le mépris n'est pas le monopole de M. Trump. Anthony Blinken et Joe Biden partageaient le même mépris pour le droit international, mais il n'est pas si direct comme Trump. Trump s'en fout totalement du droit international. Il ne fait même pas l'effort d'utiliser un langage alors plus ambigu, un langage où on pourrait dire que oui, en principe, il est d'accord avec le droit international, mais dans ces cas-là, il y a une exception, ou il y a des raisons pour lesquelles on peut agir de cette façon. Naturellement, Monsieur Netanyahou, c'est un grand criminel qui devrait être derrière les barreaux. Il sera sans doute peu ou tard arrêté s'il sort d'Israël, bien sûr pas aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas membres du statut de Rome et ils ne sont pas obligés de l'arrêter. Mais assurez-vous, si M. Netanyahou va visiter beaucoup de pays de l'Afrique, de l'Asie, même de l'Amérique latine, il sera arrêté et il sera transféré à La Haye pour être jugé pour crimes contre l'humanité et pour les crimes de génocide. Et je n'ai aucun doute que la Cour internationale de justice va rendre son jugement dans les cas Afrique du Sud contre Israël parce que il n'y a pas une autre possibilité. Alors, ce que Israël a fait et continue de faire dans la Palestine, pas seulement Gaza. Alors, il s'agit du génocide, mais il s'agit aussi de ce qu'on appelle les épurations ethniques. L'épuration ethnique est illégale. Ça a été condamné dans le procès de Nuremberg lorsque les nazis ont fait épuration ethnique des Polonais, par exemple, de la région qui s'appelle Warthegau. Ça a été dans le jugement de Nuremberg de 1946. Ça a été condamné comme crime de guerre et comme crime contre l'humanité. Ça, c'est l'article 6, alinéa C. En tout cas, la Convention de Genève de 1949. Dans l'article 49, et je vous rappelle que les États-Unis sont État partie de la Convention de Genève, Israël aussi. Alors, l'article 49 interdit d'abord l'expulsion de la population autochtone d'un territoire, mais aussi condamne l'implantation des colons
dans ces territoires. C'est une affaire qui a été élevée aussi, a été discutée beaucoup lors de la conférence qui a abouti sur les statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Là, l'article 7 condamne l'épuration ethnique, condamne les transferts de population comme crime de lèse-humanité, et l'article 8 les condamne aussi comme crime de guerre. Déjà, il y a 50 ans, le mois d'avril 1975, j'étais assez jeune, j'étais à l'université de Göttingen en Allemagne, et j'ai publié un article dans le Harvard International Law Journal, un article de 52 pages sur la question International Law and Mass Population Transfers. C'est-à-dire, vous voyez l'article là, International Law and Mass Population Transfers. L'article a été par la suite traduit en espagnol, traduit en allemand, etc. Il a été cité énormément. Et dans cet article, j'ai analysé la jurisprudence de Nuremberg qui spécifiquement interdit ce genre d'expulsion. Alors, par la suite, j'écris l'article dans l'Encyclopédie des droits internationaux sur Forced Population Transfers et l'article dans la Max Planck Encyclopedia Public International Law sur le thème Population, Expulsion and Transfer. Alors, c'est-à-dire, c'est clair que c'est une question de droit international pénal. Dans ce livre de William Schabas, International Criminal Law, j'ai écrit sur ce thème et j'ai fait le lien à toute une série d'épurations ethniques. Et la plus petite, en principe, c'est l'épuration ethnique qu'on connaît en Yougoslavie. Parce que déjà, mon premier livre, Nemesis at Potsdam, ce livre est dédié à la plus grande épuration ethnique en Europe dans le XXe siècle. 15 millions d'Allemands de la Prusse orientale, Poméranie, Silésie, le Brandenbourg de l'Est, Bohême, Moravie, Slovaquie, Hongrie, Yougoslavie, 15 millions d'Allemands dont leurs ancêtres avaient vécu dans ces territoires depuis le Moyen-Âge, depuis 700 ans, ont été expulsés, 2 millions de morts. C'est grand, 2 millions de morts. Et par la suite, j'ai écrit un livre sur ce thème pour Macmillan. Ce livre est toujours, vous pouvez l'avoir, et le premier haut-commissaire aux droits de l'homme, le docteur José Ayala Lasso, l'année 1995, lorsqu'il était haut-commissaire, et l'année 2005, après sa période en tant que haut-commissaire, il a donné des allocutions très bien reçues par les expulsés allemands, où il a parlé de la qualité de crimes de génocide, des crimes contre l'humanité qui comportent l'expulsion d'une population autochtone. Alors, d'autres victimes d'expulsion sont bien sûr les Arméniens qui avaient vécu pendant 5000 ans dans la région du lac de Van, dans la région de Ararat, etc., etc. Ils ont été massacrés, génocidiés et expulsés par les Ottomans dans les années 1915 à 1923. Il y a eu aussi une grande expulsion de Grecs
par les Ottomans, et par la suite par Kemal Atatürk, le premier président de la République de Turquie. Ici, vous avez un livre sur le génocide de Grecs ottomans. Alors, j'ai un chapitre dans ce livre où je me penche sur la jurisprudence de la Cour internationale de justice dans des questions du génocide des Albanais, des génocides des Bosniaques pendant la guerre de la Yougoslavie. Il y a un autre cas très sérieux que la presse a totalement ignoré. C'était l'année 2020 que ça a commencé. 120 000 Arméniens qui habitaient aussi depuis 5000 ans la région de Nagorno-Karabakh, et ils avaient une république qui s'appelait la République des Artsaks. Alors, ils ont été expulsés par Azerbaïdjan, et la presse mondiale a complètement ignoré ça. Bien sûr que c'était un crime de guerre, bien sûr que ça aurait dû être envoyé et examiné par la Cour pénale internationale, mais on n'a pas eu rien du tout. Un dernier qui était sujet ou l'objet d'un examen exhaustif par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le cas de 200 000 Grecs chypriotes qui ont été expulsés de leur territoire 1974 après l'invasion de l'île de Chypre par la Turquie. À l'époque, c'était le premier ministre Ecevit. J'ai écrit à plusieurs reprises sur ce thème dans le Cyprus Yearbook of International Law, mais quand même, dans ces cas, c'est bien examiné et condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans un cas, dans le cas de Titina Loizidou, la Turquie a dû payer une grande compensation à une victime. Mais bien sûr, si on parle des compensations, c'est pas ça qui est crucial. Ce qui est crucial aujourd'hui, bien sûr, c'est l'aide humanitaire pour une population qui souffre aujourd'hui pendant que nous parlons. Et bien sûr, les droits de retour, les droits de rentrer au foyer. Ça, c'est un droit garanti dans la Convention de Genève de 1949 et le protocole additionnel de 1977. C'est un droit garanti dans beaucoup de résolutions de l'Assemblée générale. On commence avec la résolution 194 pendant la troisième session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ça a ordonné le retour des Palestiniens à leur foyer. Bon, on a bien sûr l'opinion consultative de la Cour internationale de justice du 9 juillet 2004 qui aussi ordonne le retour des Palestiniens dans leur foyer, et la toute nouvelle opinion consultative de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024 qui déclare l'occupation de la Palestine, de Gaza, par les Israéliens en tant que crime, en tant que illégal, et ordonne que Israël termine l'occupation, que se retire de tous les territoires palestiniens et que paye une compensation, une réparation aux victimes. Mais bien sûr, qui sont les grands coupables ici?
En premier lieu, bien sûr, les États-Unis. Alors, les États-Unis sont complices dans le génocide et l'article 3, alinéa E de la Convention contre le génocide est très clair que les États-Unis sont coupables, mais aussi le Royaume-Uni, aussi le Canada, aussi l'Union européenne, aussi Ursula von der Leyen. Peut-être vous savez que nous, au Geneva International Peace Research Institute, nous avons présenté un dossier légal très bien étayé contre Ursula von der Leyen parce que la Commission européenne et personnellement Ursula von der Leyen, c'est qu'elle avait dit et fait, elle a donné un support ou approuvé un support militaire, politique, économique, diplomatique, propagandistique au génocide contre les Palestiniens. Mais bien sûr, Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, il a déjà souffert beaucoup de critiques parce qu'il avait demandé l'arrêt des détentions contre Netanyahou. Imaginez qu'il demande l'arrêt des détentions de Ursula von der Leyen. Alors ici, il y a une rébellion, une révolte contre le droit international et contre l'ordre international. Et qui sont les gens qui se sont révoltés contre le droit international? Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Commission européenne, l'Union européenne, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, etc., etc. Tous sont coupables, tous sont complices dans le génocide. Et alors, c'est maintenant une situation de désarroi. Alors, il y a un chaos dans le domaine de droits de l'homme et dans le domaine du droit international. Les Nations Unies ont perdu, dit-on, presque toute autorité. Où j'ai dédié la grande partie de ma vie aux Nations Unies, et les Nations Unies aujourd'hui est irrélevant. Alors, on nous a rendu irrélevants. Alors, tout ce que Antonio Guterres peut dire et tout ce que la Cour internationale des droits de l'homme ou la Cour internationale, la Cour pénale internationale puisse dire, alors on s'en fout. Alors, il y a une culture d'impunité à Washington, il y a une culture d'impunité à Bruxelles, et on verra qu'est-ce qui se passe. Heureusement, après que M. Trump a prononcé cette idée d'une rivière dans la bande de Gaza, qu'on va reconstruire Gaza, etc. Bien sûr. C'est la mentalité d'un promoteur immobilier. Oui, alors c'est obscène. C'est absolument obscène. C'est aberrant qu'il puisse dire ça, mais immédiatement, il y avait un rejet de la part de l'Égypte, que c'est un allié important des États-Unis, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, de la Turquie, de la Jordanie, de la Ligue arabe, etc., etc. Et Marco Rubio, notre nouveau secrétaire d'État, a essayé de expliquer ce que Trump voulait dire, c'est-à-dire qu'en principe, Trump voulait faire en sorte que Gaza soit reconstruite, etc., etc. Mais le dossier de le transfert involontaire de la population palestinienne, c'est tellement aberrant et c'est tellement contre tout ce que Nations Unies et le procès de Nuremberg et toute la jurisprudence de la Cour internationale de justice, ça fait incroyable. Hein? Alors,
J'ai écrit un livre qui, hélas, est J'aimerais sorti. bien, permettez-moi, professeur Dessaïs, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que citoyen américain, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes bien représenté par Donald Trump? Je sais que vous étiez proche, proche de l'ancien président, des anciens présidents, etc. Jimmy Carter était Mais le seul que j'ai respecté en tant que président. oui, est-ce que Mais vous, je n'ai pas voté ni républicain ni démocrate depuis très longtemps parce que, hélas, tous nos présidents, soit Monsieur Bill Clinton, Monsieur George W. Bush, Monsieur Barack Obama, Monsieur Trump et Monsieur Biden, tous, ils s'en foutent des droits internationaux et ils s'en foutent des droits de l'homme. Alors, ça me vient à l'esprit que Monsieur Trump a alors ordonné que les États-Unis se retirent du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et je peux dire, c'est bon, c'est bon. Parce que jusqu'à maintenant, les États-Unis bloquent toutes les initiatives positives pour les droits au développement, pour les droits à la paix, pour les droits à tous les à l'alimentation, à la santé, etc., etc., etc. Les États-Unis s'intéressent seulement pour les droits à dire toutes les bêtises qu'on veut dire et pour les droits à faire du business. Ce que j'ai écrit dans mes rapports à l'Assemblée générale et au Conseil des droits de l'homme, c'est que les pays occidentaux, ils s'intéressent seulement pour ce que j'appelle le business friendly rights. Ils s'intéressent pour les droits qui sont positifs pour faire un profit, pour avancer le commerce, etc., etc. Mais dès qu'il s'agit d'aider un être humain, dès qu'il s'agit de la dignité humaine, de la fraternité humaine, de la solidarité internationale, ils sont contre. Et lorsque j'étais rapporteur pendant 6 ans, ils ont toujours voté contre mes propositions. Ils ont toujours parlé contre mes initiatives. Alors c'est mieux. Si les États-Unis veulent jouer par les règles, dans ces cas-là, soyez les bienvenus. Ce serait très bien d'avoir une délégation américaine progressiste, une délégation avec la vision d'une Eleanor Roosevelt. On ne doit pas oublier que c'était Eleanor Roosevelt et que c'était la Commission des droits de l'homme qu'elle présidait depuis 1946 jusqu'à 1951. C'est la Commission des droits de l'homme qui a à l'époque adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ça vaut la peine de le lire. Ça vaut la peine de lire aussi les préambles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, ça vient, c'est complètement impensable que M. Trump pouvait agir dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais je reviens sur le thème. Alors, quel est notre espoir? Notre espoir est la résistance. C'est absolument nécessaire que tous les académiques et les professeurs à l'Université de Genève, à l'Université de Zurich, à l'Université de Berne, partout en Europe, condamnent cette idée aberrante de M. Trump. C'est, comme je dis, alors, c'est d'un cynisme inouï de penser de transformer
le gaz dans une rivière, mais pas pour les Palestiniens, pas pour la population qui était là depuis des millénaires, mais de le faire pour les oligarques américaines, européennes, israéliens, de sorte qu'ils ont de maisons pieds dans l'eau, et de sorte, pas seulement la beauté de la mer, mais aussi les ressources qui sont là, parce qu'il y a de pétrole et il y a de gaz, et Israël veut s'emparer de tout. Alors, c'est un impérialisme comme l'Empire britannique du 19e siècle, alors sans limite. Ils veulent tout. Alors, c'est pour ça qu'il faut résister. Comment résister? Arrêter toute relation commerciale avec Israël, toute. Arrêter toute relation diplomatique avec Israël, isoler Israël et condamner les États-Unis. Bien sûr, il y a cette culture d'impunité. On ne pourra pas condamner les États-Unis parce qu'il y a ce qu'on appelle le veto, l'article 27 de la Charte des Nations Unies, qui permet que les États-Unis abusent de ces vetos et se protègent, et protègent Israël d'une condamnation. Alors ça, on connaît. Mais l'Assemblée générale des Nations Unies peut enlever l'accréditation de tous les diplomates israéliens. Par exemple, ce qu'on avait fait déjà en 1974 avec les diplomates de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Et ce blocage a resté jusqu'à la fin de l'apartheid, jusqu'à le nouveau gouvernement démocratique de Nelson Mandela a pris pouvoir en Afrique du Sud. C'est-à-dire, Israël doit être reconnu comme un État paria, comme un État voyou. Et en tant que ça, il ne devrait pas avoir le droit de parole ni aux Nations Unies, ni dans les agences, les institutions des Nations Unies. Et bien sûr, il y a l'article 6 de la Charte des Nations Unies, selon lequel on pourrait expulser même un État. Alors, c'est très clair que l'article 6 s'applique pleinement à Israël, mais c'est pas seulement l'Assemblée générale. L'Assemblée générale peut adopter la résolution, mais la décision finale, c'est le Conseil de sécurité. Et c'est absolument sûr que dans le Conseil de sécurité, les États-Unis et probablement la France et le Royaume-Uni voteraient contre l'expulsion d'Israël. Mais il y a aussi ce qu'on pourrait faire, et c'est symbolique. Vous vous rappelez 1975 de la fameuse résolution de l'Assemblée générale, Zionism is racism, c'est-à-dire que la doctrine du zionisme, c'est une doctrine dans son cœur, dans son essence, c'est une théorie, une doctrine raciste, une doctrine qui mène à l'apartheid, bien sûr, mais aussi qui mène aux crimes de lèse-humanité, etc., etc. Alors, cette résolution de l'Assemblée générale de 1975 a été en vigueur plus de 16 ans. Et elle a été enlevée par la résolution 46/86 du novembre 1991. Ça, c'était l'époque après la dissolution de l'Union soviétique. Il y avait, alors c'est un espoir, et Israël avait montré une certaine
gentillesse. Ils ont donné l'impression qu'ils accepteraient l'État palestinien. Ils étaient prêts à la conférence à Madrid de 1991 pour résoudre le problème palestinien, de sorte qu'ils puissent avoir un État palestinien avec tous les droits, avec égalité, etc., etc. Alors, l'Assemblée générale a fait un geste généreux et a annulé la résolution zionisme et racisme. Mais aujourd'hui, après le génocide qu'on a vu tous les jours à la télé, alors c'est évident que le zionisme est une forme de racisme et il serait très bon pour l'Assemblée générale de renouveler, de répéter, de adopter une nouvelle résolution zionisme et racisme. Et je crois bien qu'on aurait une majorité. Je m'attendrais à 130 votes ou quelque chose en faveur d'une telle résolution. Et ça serait symbolique. Alors, pour montrer que le monde rejette cette idée d'une rivière à Gaza pour les oligarques israéliens et pour les oligarques américains. C'est pas une question de spéculation de real estate. C'est pas pour Monsieur Kushner ou pour Monsieur Trump ou pour Monsieur Netanyahu de faire des milliards avec le beachfront territory, le pied dans l'eau de Gaza. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de reconstruire Gaza et laisser tous les Palestiniens rentrer, y compris les Palestiniens qui sont en Égypte, les Palestiniens qui sont en Jordanie, les Palestiniens qui sont au Liban. Mais alors, il y a peu à peu une certaine conscience dans le monde. Je crois bien, si je vois ce qu'on écrit dans les niveaux académiques. Il y a toute une série de grands professeurs de droit international qui ont beaucoup écrit sur ce thème-là, y compris beaucoup de professeurs d'origine juive, des professeurs qui sont eux-mêmes religieux et qui sont juifs, aussi des professeurs israéliens. Bien sûr, vous connaissez personnellement Ilan Pappé, mais aussi Omar Bartov et Amos et bien sûr Jeffrey Sachs et Norman Finkelstein et Richard Falk. Tous ces gens-là ont expliqué pourquoi les actions d'Israël constituent le génocide et pourquoi il doit avoir des conséquences pénales et des conséquences civiles, parce que les États-Unis et Israël doivent payer des milliards en réparation aux victimes des crimes commis contre la population de Gaza et contre la population de la Palestine et au Liban et en Syrie, etc., etc. Hélas, nous avons une presse, même ici en Suisse, c'est une honte. Ce que je lis parfois dans la Tribune de Genève, ce que je lis parfois dans le Temps, ce que je lis parfois, surtout dans la Neue Zürcher Zeitung. Lorsque je lis la Neue Zürcher Zeitung, j'ai l'impression de lire le New York Times ou de lire le Washington Post. Alors, c'est un narrative tellement pro-israélien, pro-impérialisme, si vous voulez, que ça m'étonne même ici en Suisse que la désinformation, que le fake news, les fake history, on les voit dans les médias partout. Par contre, lorsqu'on a des grandes personnalités comme Ilan Pappé et Omar Bartov, qui sont des juifs qui disent non, alors c'est pourri. C'est absolument pourri.
c'est contre toutes les valeurs de la religion juive, c'est contre les traditions juives. Alors Netanyahou a fait un tel tort aux Juifs parce que on ne peut pas oublier les crimes commis au nom de l'État d'Israël. Sont des crimes atroces. Sont des crimes comme le génocide contre les Arméniens par les Ottomans. Ce sont des choses absolument inacceptables dans la civilisation. Et j'aimerais bien écouter ce que Modi des Andes et ce que l'Indonésie, d'ailleurs l'Indonésie vient de devenir membre de BRICS. Alors l'Indonésie, c'est un pays musulman, le plus grand pays musulman, qui devrait défendre les droits de leurs frères en Palestine et en Syrie et au Liban. J'espère que le développement ira dans cette direction. Mais bien sûr, les médias font tout pour condamner les gens qui pensent comme moi ou pour les ignorer. D'ailleurs, il faut vous informer et vos écouteurs, hélas, un grand ami à moi, un grand professeur de droit international, vient de décéder. Je n'ai aucune idée si c'était en crise cardiaque parce que j'avais des contacts avec lui début janvier et j'avais plusieurs échanges d'emails avec lui novembre-décembre dernière. Vous savez peut-être que jeudi dernier, exactement il y a une semaine, le grand professeur Francis Boyle est décédé à Illinois, où il était professeur. Et je sais qu'il a écrit énormément sur les COVID et sur la corruption qui entoure l'industrie pharmaceutique et l'obligation de tout le monde de prendre des piqûres, etc., etc. Je sais qu'il menait à Wuhan 2019, ça a commencé avec le COVID-19. Alors, c'est possible que Francis Boyle est décédé justement de ça. Alors, j'ai écrit à sa famille pour avoir davantage d'informations parce que je suis totalement choqué. Il a écrit des merveilleux livres sur la crise en Palestine, etc. Il était de même avis que le président Jimmy Carter, qui a écrit le livre We Can Have Peace in the Holy Land et qui a écrit le livre Palestine, Peace, not Apartheid. Alors, un livre qu'il avait publié à l'époque 2006 qui était un grand best-seller parce qu'il a dit la vérité. C'était vraiment un livre qui m'a beaucoup inspiré, que je donnais à mes étudiants à l'université pendant une génération déjà, que je donne ce livre à mes étudiants pour l'étudier. Mais vous voyez les contrôles des médias, c'est les contrôles de ce qu'on appelle le deep state en faveur d'Israël, ce qui rend tellement difficile l'application de droit international et des droits humains dans le Moyen-Orient. Oui. Merci infiniment, mon professeur Alfred Dissaez, pour toutes ces explications enrichissantes. J'espère vous recevoir prochainement en présentiel et à bientôt. Merci infiniment. À bientôt. Merci. En solidarité.